Donc, bienvenue à tous, chers utilisateurs, à ce webinaire produit dans lequel on va vous présenter les dernières grosses nouveautés, on va dire, du scan ISO-Géo. Voilà, et donc il y a des évolutions qui sont plus ou moins récentes maintenant, mais voilà, on s'est dit que ça valait le coup de faire une présentation globale de ces dernières évolutions dans le cadre d'un webinaire pour que vous puissiez ensuite utiliser ces nouvelles fonctionnalités dans vos tâches quotidiennes avec ISO-Géo. Donc ce webinaire sera présenté par moi-même, donc Léonard Angos, directeur produit à ISO-Géo depuis quelques années maintenant. J'ai aussi accompagné certains d'entre vous dans leur projet de catalogage et je suis accompagné de Simon, Bonjour. donc ingénieur développement et qui a contribué grandement au développement des évolutions qu'on va voir aujourd'hui et que certains d'entre vous connaissent aussi. Donc l'agenda du jour. Donc on va avoir trois grandes évolutions. La première, c'est la nouvelle fonctionnalité d'audit du scan qui a été mise en production assez récemment, qu'on va vous présenter donc. Une autre évolution qui nous paraît importante à présenter parce qu'elle est quand même assez utile et assez complexe à comprendre, on va dire, c'est la page ressources. Il y a pas mal de fonctionnalités qui sont liées à cette page qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et aussi le troisième, parce qu'on est quand même assez fiers de cette fonctionnalité aussi, c'est le scan d'un ArcGIS serveur. Donc aujourd'hui, on scanne des ArcGIS serveurs, mais demain, on pourra scanner aussi potentiellement d'autres types de serveurs cartographiques. C'est une ouverture à ce genre de fonctionnalité. Et la quatrième partie, évidemment, la partie de questions-réponses. Donc n'hésitez pas tout au long de ce webinaire, dès que vous avez une question, à la mettre dans le chat, donc dans la conversation, on s'est dit bonjour. Et nous y reviendrons donc à la fin, on les prendra une par une. Vous pourrez aussi en poser à la fin des questions, voilà, n'hésitez pas, c'est le moment, profitez qu'on soit tous ensemble à proposer vos questions sur les différentes fonctionnalités qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je vais laisser la parole à Simon qui va vous présenter la fonctionnalité d'audit du scan. Merci Léo. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes bien installés. Effectivement, je vais commencer cette présentation en vous parlant de cette évolution qui a été finalisée en décembre dernier et qui permet d'explorer un patrimoine de données stocké dans une base de données ou dans un serveur de fichiers. Donc, certains d'entre vous l'auront probablement déjà remarqué, il y a un bouton auditer qui a été ajouté à l'interface graphique du scan, juste à côté du bouton scanner, hein, donc dans la page des points d'entrée. Et c'est ce bouton-là qui permet d'utiliser la fonctionnalité d'audit. C'est une fonctionnalité qui est disponible pour tous les types de points d'entrée, donc fichiers ou bases de données, et qui ressemble pas mal à un scan classique, à part que il n'y aura aucune répercussion sur le catalogue de métadonnées ISO-Géo. C'est-à-dire qu'en fait, on va collecter les métadonnées des données qui sont présentes dans le point d'entrée, mais sans les synchroniser, donc sans créer de nouvelles fiches et sans mettre à jour les fiches existantes. L'objectif, en fait, c'est de permettre à l'utilisateur de se faire facilement une idée du patrimoine de données qui est couvert par son point d'entrée, et donc en fait d'avoir une idée de ce que ça donnera une fois qu'il scannera ce patrimoine de données. Et la finalité, c'est de permettre en fait de préparer son catalogage. Par exemple, si on a prévu de créer un point d'entrée pour scanner des nouvelles données, ou si on a prévu de scanner un point d'entrée qu'on n'avait pas scanné depuis longtemps et qui pourrait contenir des nouvelles données, ça peut être intéressant de lancer un audit préliminaire avant de lancer le scan pour se rendre compte en fait de la quantité de nouvelles données qu'on va avoir à cataloguer. Et finalement, en fonction du résultat de cet audit, on pourra décider de la manière dont on va s'y prendre pour intégrer toutes ces nouvelles données au catalogue. Par exemple, on peut envisager de configurer des inclusions ou des exclusions, ou encore de créer des points d'entrée plus restreints pour intégrer les données au catalogue de manière progressive et pas se retrouver avec un trop grand nombre de nouvelles fiches à cataloguer d'un coup dans son inventaire ISO-Géo. Alors concrètement, je vais vous montrer comment ça s'utilise.
Hop là. Donc là, vous voyez, je suis sur un point d'entrée tout à fait classique, hein. C'est un point d'entrée fichier. Il n'y a aucune modification à faire dans les points d'entrée existants. Pareil, pour créer un point d'entrée, il y a rien qui a changé, hein. On peut auditer tous les points d'entrée qui existent déjà. Là, je vous fais juste la présentation avec un point d'entrée fichier. Et donc, on a ce bouton-là, auditer, juste à côté de scanner. Et quand je clique dessus, ça lance une requête d'audit. Voilà, là, j'ai une requête d'audit. Comme pour une requête de scan classique, on a la liste de tous les résultats, hein. On voit toutes les données qui ont été auditées. Et une fois que cette requête d'audit est terminée, on a une liste déroulante qui apparaît et qui permet de télécharger deux classeurs Excel qui contiennent les résultats de cet audit. Alors, je vais vous présenter le premier classeur. Voilà, donc celui-là, il contient des informations, différentes informations et différentes statistiques à propos des données qui ont été auditées. On va commencer par trois onglets, la format, géométrie et types. Donc ça, c'est des onglets qui contiennent des informations globales sur la répartition des données auditées en fonction de différents critères. Donc là, par exemple, dans géométrie, on a la répartition des données vecteurs en fonction des types de géométrie. Là, en l'occurrence, j'en ai 24 qui sont constitués de polygones. Pour les types, bah, c'est pareil, c'est la répartition des données en fonction du type de données. Donc là, j'ai vecteur, raster, mais si j'en avais eu, j'aurais pu avoir les données non géographiques. Et enfin, on a les formats. Donc, c'est toujours pareil, hein. Là, on a en tout 100 données et on en a une grosse majorité, en l'occurrence, qui sont du shapefile. Donc voilà, là, c'est vraiment des onglets avec des informations assez globales. Un autre onglet qui est particulièrement intéressant pour les données vecteurs, c'est l'onglet Attributes. Dans l'onglet Attributes, on va retrouver la liste de tous les différents attributs qui ont été détectés dans les données qui ont été auditées. Et on a la colonne Match qui indique le nombre de données qui possèdent cet attribut. Là, par exemple, on se rend compte qu'on a 12 données parmi toutes les données à auditer, donc les données vecteurs, hein, bien sûr, parce que c'est les attributs. On en a 12 qui ont un attribut qui s'appelle code postal. Et donc cet onglet-là, il va être intéressant parce qu'il va nous permettre d'identifier des attributs particulièrement récurrents et préparer le travail de documentation de ces données, potentiellement en établissant la définition de cet attribut, définition qui pourra être reportée dans toutes les fiches de métadonnées, éventuellement en utilisant la fonctionnalité d'import Excel des attributs dans APP. Ensuite, un autre onglet intéressant, c'est l'onglet Folders. Donc cet onglet-là, il est présent que pour les audits de points d'entrée fichiers, mais il y a un équivalent, hein, pour les bases de données, je vais vous en parler juste après. Donc cet onglet Folder, il présente la répartition des données entre tous les dossiers et sous-dossiers du répertoire qu'on a audité. Par exemple, là, je me rends compte qu'il y a un sous-dossier qui, à lui seul, contient 19 des données auditées. Ça permet en fait vite de se rendre compte de comment nos données sont réparties au sein de notre arborescence. Et ça va être intéressant pour mettre en place en fait une stratégie de catalogage. Si par exemple on veut faire un catalogage, pardon, graduel en configurant des inclusions ou des exclusions ou en créant des points d'entrée spécifiques, on va pouvoir très facilement le faire à partir de cet onglet. Et en scannant progressivement, on intégrera progressivement les données au catalogue et donc on pourra étaler le travail de documentation dans le temps, pour ne pas se retrouver d'un coup avec beaucoup de nouvelles données dans l'inventaire. Donc voilà, dans le cas des audits de points d'entrée base de données, l'onglet il s'appelle pas folders, il s'appelle schéma, mais c'est le même principe. On a la répartition des données entre les différents schémas de la base de données. Et là, c'est pareil, hein, on peut créer des points d'entrée spécifiques à chaque schéma avec un utilisateur qui a des droits spécifiques ou configurer des inclusions, exclusions pour pouvoir scanner schéma par schéma. Ça peut être intéressant aussi si on a une notion de thématisation, que ce soit pour les schémas ou les sous-dossiers, hein. Ça peut être intéressant d'avoir un point d'entrée dédié dans lequel on va configurer des associations de thématiques ou de mots-clés ou de catalogues dédiés. Donc voilà, là encore, on est vraiment dans la préparation du catalogage.
Et le dernier onglet de ce classeur que je vais vous montrer, il s'appelle Datasets with Duplicate. Alors, il est un poil plus compliqué, mais je vais tout vous expliquer. Là, dans cet onglet, on a une ligne par donnée qu'on soupçonne d'être doublonnée. C'est-à-dire qu'on a cette colonne-là, Duplicate ID, et le Duplicate ID, en fait, c'est une signature qui est calculée à partir des métadonnées de chaque donnée. Donc la valeur du Duplicate ID va dépendre du nombre d'entités, de la liste des attributs, du format, du système de coordonnées, du type de géométrie ou encore de l'enveloppe convexe, pardon, de la donnée. Ce qui veut dire que si deux données ont la même valeur de Duplicate ID, alors ça implique qu'elles ont les mêmes caractéristiques, qu'elles ont les mêmes métadonnées. À partir de là, on suspecte que ces données-là, elles ont le même contenu, qu'elles sont identiques et donc qu'il s'agit de doublons, et on les fait figurer dans cet onglet. Par exemple, là, on a deux données qui sont des fichiers shapefile qui s'appellent emplacement de stationnement trottinette. Ces deux données-là, elles ont la même valeur de duplicate ID, donc elles ont les mêmes caractéristiques, et elles sont stockées dans deux répertoires différents. Donc là, si ça se trouve, il s'agit de vrais doublons. Peut-être qu'on a voulu déplacer la donnée d'un dossier à l'autre et qu'on a oublié de supprimer l'original. Autre exemple, là, une donnée qui s'appelle emprise et une autre qui s'appelle emprise bar. Donc là, elles n'ont pas le même nom, donc elles peuvent être stockées dans le même dossier. Pour le coup, c'était peut-être, je ne sais pas, la création d'une version alternative de cette donnée, d'une version de travail, par exemple. Et donc voilà, là encore, on imagine qu'il s'agit de doublons puisque les deux données ont les mêmes caractéristiques. Donc cet onglet, encore une fois, il va être intéressant pour faire une démarche préliminaire au scan. En fait, ça peut permettre d'assainir le patrimoine, de le nettoyer avant de se lancer dans le catalogage. Donc voilà pour ce premier classeur Excel. Le deuxième, il contient vraiment les résultats bruts de l'audit, pardon. Donc, on a un onglet par type de données. Là, on a un onglet pour les vecteurs, un onglet pour les rasters et on aurait eu un autre onglet si on avait eu des données non géographiques. Et c'est vraiment celui qui va nous permettre de naviguer dans ce panorama du patrimoine de données. Donc, on a dans chaque onglet une ligne par donnée et un ensemble de colonnes qui contiennent toutes les métadonnées qui ont été collectées par le scan. Ici, par exemple, je vais retrouver mes deux données emplacement de stationnement trottinette, hein. Je vois très vite qu'elles ne sont pas stockées au même endroit et je peux effectivement constater qu'on a eu raison de suspecter que c'était des doublons parce qu'elles ont les mêmes caractéristiques, hein. Dans les deux cas, c'est du shapefile, on a le même nombre d'entités. Dans les deux cas, il s'agit de polygones. Dans le même système de projection, on peut même vérifier et constater qu'elles ont les mêmes attributs. Donc voilà, là, on va retrouver toutes nos données, hein, pas seulement les doublons. Par exemple, depuis ce tableau, je vais aussi pouvoir m'intéresser à une donnée en particulier. Là, en l'occurrence, j'ai une donnée qui s'appelle partenaire du quartier, une donnée shapefile. J'avais demandé à un collègue de me mettre à jour la donnée en ajoutant des entités et en ajoutant un attribut. Je peux facilement accéder aux métadonnées et donc constater que ce fichier shapefile a bien été mis à jour et que donc je vais pouvoir réintégrer la donnée dans ma base de données pour mettre à jour la table qui correspond. Voilà, là, c'est vraiment juste une interface de navigation dans le patrimoine. Donc voilà pour cette présentation de l'audit des points d'entrée fichiers. Et je vais maintenant laisser la parole à Léo, qui va poursuivre la présentation de la fonctionnalité en vous montrant le résultat d'un audit de base de données Esri. Merci Simon. Parfait. Alors, en effet, l'audit s'applique évidemment à tout type de point d'entrée. Donc là, Simon vous a montré un exemple avec un serveur de fichiers pour lequel la fonctionnalité est vraiment pratique, mais cette fonctionnalité sera utile pour n'importe quel type de point d'entrée, notamment vos points d'entrée, on va dire, de production qui pointent vers vos bases de données que vous souhaitez cataloguer, etc. Donc, par exemple, là, je suis sur un point d'entrée SDE, mais c'est le même principe pour du PostGIS ou du Oracle. J'ai donc mon point d'entrée habituel qui remonte mes données de démo. J'ai des métadonnées qui sont ajoutées automatiquement quand je fais des scans classiques.
J'ai aussi des données qui sont exclues. Donc, par exemple, j'ai exclu les données qui concernent le déconfinement qu'on avait mises à une époque dans notre environnement de démo, une époque qu'on veut tous oublier. J'ai lancé un audit, vous pouvez le voir ici. Donc, j'ai mon audit du 21 janvier avec les résultats de l'audit qui sont dans l'interface. Donc là, je peux vérifier tout de suite que mes données de déconfinement, elles sont bien exclues, elles sont en gris. Et de la même manière, j'ai le bouton qui me permet d'exporter les statistiques et les données. Là, je vais me concentrer uniquement sur les données. Voilà. Et donc là, je peux vérifier directement dans mon audit que mes données de déconfinement, elles sont bien ignorées. On le voit ici. Elles sont ignorées et on peut vérifier par quoi elles sont ignorées. Donc là, c'est par le nom. Voilà. J'ai aussi la possibilité de vérifier que ma donnée partenaire ISOGEO du quartier, il y a bien eu l'attribut note qui a été ajouté. En effet, en scannant, on en a bien vérifié que le attribut note était aussi présent dans la donnée qui est dans ma base de données. Et en regardant mon audit, je me rends compte qu'il y a une donnée, en fait, stationnement trottinette, qui n'a plus lieu d'être, parce que les trottinettes en libre service ont été interdites dans la République ISOGEO, comme vous le savez. Et donc, je me dis que je peux la supprimer de ma base de données. Et imaginez que c'est ce que je suis en train de faire. Maintenant, je vais revenir à un scan plus classique. Donc, il est où elle est là, le PPT. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie d'audit. Comme vous l'avez vu, ça nous permet de préparer le catalogage. Ça n'a aucun impact sur le catalogue en lui-même. L'autre autre fonctionnalité qu'on va vous présenter tout de suite, c'est la page ressources. Euh, Comme vous pouvez le constater, cette page ressources, elle contient l'intégralité du patrimoine scanné. Donc on ne prend pas en compte les audits qu'on vient de voir. Cette page ressources, elle prend en compte uniquement les données donc, qui ont été scannées, mais qu'importe le point d'entrée. Donc tous les points d'entrée que vous avez ici, toutes les données de ces points, scannées par ces points d'entrée, scannées et non auditées, vont se retrouver dans la page ressources. Cette page, elle permet de maintenir l'adéquation entre le catalogue et le patrimoine de données. Donc il faut que le catalogue soit fidèle au patrimoine de données. Et on va voir dans la démo qu'il y a un certain nombre de paramètres avancés qu'on va utiliser pour identifier notamment les données qui sont plus scannées et dont on peut supprimer les fiches, vérifier que les données sont bien exclues, etc. etc. Voilà, il y a un certain nombre d'usages qu'on ne présentera pas aussi aujourd'hui, mais que vous pourrez retrouver dans un article de blog ou dans notre aide en ligne au besoin. Donc je vais retourner. Emma a mis le lien dans la. Normalement, ouais, Elle voilà. va mettre les liens dans la compte des ressources évoquées par les. Exactement. Donc, par exemple, j'ai relancé, donc souvenez-vous, hein, j'ai supprimé ma donnée des trottinettes de ma base, j'ai relancé un scan classique, donc là je suis plus sur un audit, hein, je suis sur un vrai scan. On peut voir que ma donnée partenaire ISO du quartier a bien la structure qui a été modifiée, donc on a détecté l'ajout de l'attribut. On peut voir que la donnée trottinette n'est plus présente dans la requête. Voilà. Mais l'avantage de la page ressources, c'est qu'elle va plus présenter une vue par requête à l'instant du scan, mais une vue globale sur l'ensemble des datasets qui ont été scannés depuis le premier scan, on va dire. Et donc là, par exemple, je vais pouvoir filtrer sur le format SRI GDB. Je vais pouvoir, par exemple, filtrer sur les données dont la structure a été modifiée. Et là, je constate tout de suite, dès ma page ressources, que j'ai bien la donnée ISOGEO partenaire du quartier qui a été détectée comme structure modifiée lors du dernier scan du 21-05. Je peux voir rapidement qu'il y a aussi eu des entités qui ont été ajoutées et le fameux attribut note qui a été ajouté. Voilà. Je peux aussi aller détecter ma donnée des trottinettes. Comment? En utilisant en fait les paramètres avancés. Là, cette fois, ce que je vais chercher en fait, c'est toutes les données qui n'ont pas été remontées dans le dernier scan de cette donnée en fait.
Donc la donnée trottinette auparavant était scannée par mon point d'entrée SDE. Aujourd'hui, comme je l'ai retirée de ma base de données, elle n'est plus remontée dans les dernières requêtes. Et donc, grâce à la page ressources, je peux identifier cette donnée-là. Comment? En utilisant le filtre, la condition d'affichage des ressources non remontées dans le dernier scan de tous ces points d'entrée. Et là, en effet, dans ma page ressources, j'ai donc un filtre qui s'applique en affichant uniquement les données qui respectent ces conditions. Donc en gros, je peux détecter très facilement toutes les données qui ne sont plus dans mon patrimoine de données directement depuis la page ressources. Pourquoi faire? Tout simplement pour mettre à jour le catalogue en conséquence. Donc là, typiquement, ma donnée sur les trottinettes, elle apparaît en rouge, elle est en effet plus présente dans le catalogue, donc je peux supprimer la fiche, que je vais faire tout de suite. Ça tombe bien, c'était une fiche qu'on n'avait pas documentée. Voilà, elle n'a pas duré longtemps, cette donnée. Donc là, voilà, je supprime la fiche. Voilà, c'est fait. Lorsqu'on a un statut inconnu, ça veut dire que ça provient d'un point d'entrée qui a été supprimé. Donc là, par exemple, ces données-là, ça devait être des DWG qu'on a scannés à une époque, avec notre groupe de démo, mais qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Et on a la possibilité de retirer ces données de la liste. Voilà. Et là, normalement, si je recharge, on va chercher la fiche. J'ai un autre filtre pour ça. Voilà, autre filtre que je voulais montrer, et c'est là qu'on va retrouver ma donnée des trottinettes. Je l'avais déjà chargé ici, ce sera plus simple. C'est toutes les données qui sont supprimées dans le catalogue. Donc là, cette fois, la condition d'affichage que je vais enlever, c'est présente dans le catalogue, puisque je veux afficher que les données qui ne sont pas présentes dans le catalogue. Je vais recharger, comme ça j'aurai la page des trottinettes, la donnée des trottinettes. Donc là, en fait, ce que fait la page ressources, c'est qu'elle regarde parmi les données qui sont encore présentes dans la base du scan, celles dont une fiche a été supprimée. Et comme on peut le voir ici, la donnée coronavirus commerçant parisien livraison à domicile, qui était scannée par un point d'entrée PostGIS, on peut voir le format aussi, sa fiche a été supprimée. Cependant, elle n'est pas exclue du point d'entrée. Donc si je rescanne mon point d'entrée PostGIS, potentiellement, si la donnée existe encore en base, cette donnée-là va remonter, et donc la fiche sera recréée. Donc l'avantage de ce filtre, c'est que je peux du coup, depuis la page ressources, exclure ma donnée du point d'entrée PostGIS ISOGEO démo. Voilà, de manière à m'assurer que cette donnée-là ne soit pas remontée. Éventuellement, si je suis sûr que je ne veux plus voir cette donnée, bah, je la supprime en base. Mais en attendant, ou si je n'ai pas les droits de faire ça, quelque chose comme ça, je l'exclus de mon point d'entrée directement depuis la page ressources. Donc si je vais sur le point d'entrée PostGIS, voilà, j'ai ma donnée qui a été exclue directement. Un dernier type un cas d'usage de la page ressources que je souhaite vous présenter, c'est justement détecter les données qui ont été exclues de leur point d'entrée. Donc cette fois, j'enlève la condition incluse dans au moins un des points d'entrée qu'il a déjà scanné. Alors il faut imaginer qu'il y a des données qui peuvent être scannées par plusieurs points d'entrée. Ça, c'est possible dans certains cas, mais dans la majorité des cas, on aura une donnée, un point d'entrée. C'est un peu plus simple. Et voilà, j'enlève la possibilité que la donnée soit incluse dans un point d'entrée et pas dans l'autre. Donc ça veut dire qu'elle est forcément exclue dans tous les points d'entrée. Dans ma page ressources, là, je retrouve les données, souvenez-vous, de déconfinement qui étaient déjà exclues dans mon point d'entrée Oracle SDE. Je peux d'ailleurs vérifier le point d'entrée dans lequel la donnée est supprimée. Au besoin, si je décide d'annuler l'exclusion, en fait, je peux le faire directement depuis cette page aussi. Donc voilà, cet outil, cette page ressources va vous permettre vraiment d'administrer le catalogage et le scan pour que le catalogue soit en adéquation avec ce que vous avez dans votre patrimoine et avec ce que vous voulez surtout remonter dans le catalogue. Mais cette page ressources ne va pas servir qu'à ça. Donc je vais vous remettre
le PowerPoint et laisser la main à Simon. Parce qu'actuellement, on est sur un nouveau projet. Donc, bon, ça fait déjà quelques mois qu'on est dessus et ça va durer encore quelques mois, mais on est en train de développer un scan sans FME. Et vous allez voir que dans le cadre de ce développement, la page ressources sera très utile. Donc vas-y Simon, je te laisse. Merci Léo. Donc effectivement, je vais achever la présentation de cette fonctionnalité, la page ressources, en vous parlant d'un sujet qu'on a déjà abordé avec certains d'entre vous. Donc comme vous l'avez vu, la page ressources, ça offre un point de vue vraiment global sur le scan. C'est vraiment intéressant. C'est un point de vue qu'on n'avait pas avant sur tout le scan, hein, quel que soit le point d'entrée, quelle que soit la requête. Et ça va intervenir dans le cadre de ce sujet. Effectivement, on est en train de développer un scan qui fonctionnerait sans FME. Donc ça présenterait deux avantages. Déjà, les requêtes, elles seraient plus rapides, on s'en est aperçu. Et un autre avantage, c'est qu'un scan sans FME, ça veut dire un scan qui peut fonctionner sans qu'on ait à mettre en place une licence FME. Donc on pourrait sortir FME de la liste des prérequis du scan. Ça, c'est plutôt pas mal parce que bah, la licence FME, elle a un prix et aussi parce que ça faciliterait l'utilisation du scan. En fait, on n'aurait plus besoin d'installer FME, de mettre à jour FME, de vérifier que la licence FME, en cas de licence flottante, elle est bien disponible au moment où on lance un scan. Donc voilà pourquoi on travaille sur ce scan sans FME. Donc on a des très bonnes raisons de le faire, mais parce qu'il y a un petit mais, pour des raisons techniques, on ne pourra pas déployer cette nouvelle version du scan quand elle sera prête, hein. Pour l'instant, elle est encore en cours de développement. On ne pourra pas la déployer pardon, aussi simplement qu'on le fait pour n'importe quelle autre évolution. Par exemple, l'audit, du jour au lendemain, vous avez vu apparaître un bouton audit et il suffisait de cliquer dessus pour utiliser la fonctionnalité. Là, ce ne sera pas aussi simple. Parce qu'en fait, pour pouvoir se passer de FME, on a prévu de s'appuyer sur d'autres technologies. Par exemple, sur GDAL ou OGR pour les fichiers raster et vecteurs, sur la librairie Python ArcPy pour le scan des données Esri, ou encore on a prévu de lancer des requêtes SQL pour scanner les tables de base de données Oracle et PostGIS. Et alors, comme certains d'entre vous le savent, l'ingénierie du scan, elle repose actuellement sur un système d'identification des données qui se base sur le calcul d'une signature à partir du contenu géographique et sémantique des données. Et on a déjà constaté que pour une même donnée, la valeur de la signature calculée à un instant T avec FME était différente de la valeur de la signature calculée au même moment sur la même donnée avec une technologie alternative. Donc, on ne pourra pas se contenter d'arrêter du jour au lendemain de scanner les données avec FME et de commencer à les scanner avec ArcPy ou avec des requêtes SQL, parce que la valeur de la signature changera alors que la donnée n'a pas changé. Donc, le scan pensera à tort que la donnée a été modifiée. Euh, alors, on répondra après aux questions, mais oui, ce sera requis pour les données Esri. Pour les données Esri, il faudra quand même avoir euh, une licence Esri disponible pour les scans. Ça, c'est un prérequis qui restera. Alors, pardon, je reprends. On va devoir passer par une phase de migration. Migration depuis le scan FME vers le scan sans FME. Pendant cette migration, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer deux fois la signature sur chaque donnée. Pendant une même requête, on calculera deux fois la signature sur la donnée, on la calculera une fois avec FME et une fois avec la technologie alternative qu'on a retenue pour ce format de données. Et ça, c'est ce qui permettra au scan de savoir pour chaque donnée que telle signature calculée avec FME correspond à telle signature calculée sans FME. Donc ça permettra au scan d'établir la correspondance entre l'ancienne et la nouvelle signature. Et l'objectif, en fait, c'est de maintenir une continuité dans le catalogage. L'objectif, c'est que le scan, il ne crée pas de doublons de fiches de métadonnées. Et surtout, c'est que le scan, il ne considère pas à tort que l'intégralité des données du patrimoine ont été modifiées, alors que ce n'est pas le cas.
Donc c'est pour ça qu'on va devoir procéder à une migration. Et en fait, bon, cette phase de migration, elle sera gérée automatiquement par le scan, mais elle pourra prendre fin qu'une fois qu'on aura pu calculer les deux signatures sur l'intégralité des données euh, qui figurent dans le catalogue de votre groupe de travail. Enfin, pardon, sur l'intégralité des données qui sont scannées, hein. Et donc, pour la majorité des données qui sont cataloguées, la migration, elle pourra se faire assez rapidement parce qu'on sait que la majorité des données cataloguées, elles sont scannées assez régulièrement. Mais ce qu'on a aussi appris avec l'expérience, c'est qu'il existe souvent quelques données oubliées ou égarées. Par exemple, des données qui ont été exclues par mégarde de tous les points d'entrée ou des données qui ont été déplacées au niveau du patrimoine sans qu'il y ait de répercussions sur la configuration du scan, ce qui fait que ces données-là, elles sont plus remontées dans leur point d'entrée d'origine. Et donc, ce type de données égarées, elles pourraient retarder la fin de la migration, puisque si on ne peut pas les scanner, enfin, si elles ne sont pas atteintes par le scan, on ne peut pas calculer la double signature, donc on ne peut pas considérer que la migration, elle est finie. Mais c'est là qu'intervient la page ressources, parce que la page ressources, elle va nous aider à identifier rapidement ces données et à décider avec vous de l'action à mener pour les rescanner dans le cadre de la migration. Par exemple, ici, j'ai fait une recherche dans la page ressources de mon groupe de travail pour filtrer et avoir uniquement les données qui n'ont pas été scannées depuis janvier 2024. Donc là, il y a plein de choses qui peuvent expliquer que ces données-là, elles n'ont pas été scannées depuis longtemps, hein. Si ça se trouve, on a juste oublié de scanner leur point d'entrée. Mais en tout cas, c'est déjà un pré-filtre et c'est potentiellement dans cette liste-là que je vais pouvoir trouver mes données égarées. Et c'est hyper pratique, les recherches dans la page ressources, parce qu'en fait, on peut les exporter. Voilà, donc là, je l'ai exporté en format CSV. Euh, Hop là, elle s'ouvre, c'est nickel, hein. On trouve tout un tas d'informations qu'on a dans le tableau. Donc voilà, ce genre d'export-là et ce genre de recherche, ça va pouvoir, enfin, ça va nous permettre enfin, ça va nous servir en fait de support pendant ce travail préliminaire qu'on pourrait appeler le nettoyage de la page ressources. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà été approché par votre chef de projet pour effectuer ce nettoyage de la page ressources. Donc, je devrais mettre des guillemets, hein. Nettoyage de la page ressources, en fait, c'est plutôt un nettoyage du scan et du catalogue de votre groupe de travail. L'idée de ce nettoyage, en fait, ça va être d'identifier les données qui figurent plus dans le patrimoine et dont on peut supprimer les fiches, les données qui n'ont pas été scannées depuis longtemps et qu'il faudrait rescanner, ou bien les données qui n'ont pas été scannées depuis longtemps pour une très bonne raison parce qu'on n'a plus du tout envie de les scanner. On va aussi pouvoir identifier les fiches de métadonnées qui correspondent plus à aucune donnée et donc on peut supprimer du catalogue. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le nettoyage. Et en fait, c'est pendant ce nettoyage qu'on va réussir à identifier et traiter les données égarées qui pourraient ralentir la migration. Donc voilà, ça tombe très bien hein, qu'elle soit sortie, cette page ressources, parce qu'elle va nous aider dans cette démarche. Et en fait, cette démarche, elle sera indispensable. Ce sera obligé d'avoir accompli ce nettoyage avant de commencer à utiliser le scan sans FME et avant de déclencher la migration. Et en fait, plus vite le nettoyage sera fait, plus vite on pourra commencer à utiliser le scan sans FME, plus vite la migration sera terminée, et plus vite vous pourrez vous séparer de la licence FME qui a été dédiée au scan ISOGEO. Voilà, donc voilà pour cette page ressources. Je laisse maintenant la parole à Léo qui va terminer cette présentation en vous parlant de la dernière évolution, le scan des ArcGIS serveurs. À toi, Léo. Merci Simon. Alors, Scan Energy Server, une évolution qui est un peu moins récente maintenant, donc certains d'entre vous ont déjà pu en bénéficier. L'objectif de cette fonctionnalité, c'est de pouvoir non plus recenser que les données, mais aussi recenser les services. Et en plus de créer les fiches de services, notre objectif, c'était d'automatiser en fait la création des associations entre les couches des services et les fiches de données correspondantes. Voilà. Pour tous ceux qui ont déjà expérimenté cette tâche, ça peut prendre un certain temps,
Et donc là, l'intérêt du scan d'Energy Server, c'est qu'on automatise ça pour les clients qui bénéficient d'un Energy Server. Cette fonctionnalité, je vous dis aujourd'hui, est accessible pour les Energy Servers, mais le fait de l'avoir mise en place nous donne des idées pour l'appliquer potentiellement à d'autres outils, d'autres serveurs carto. Alors, on n'a pas encore étudié la faisabilité sur tous les types de serveurs cartographiques, mais voilà, c'est des choses qu'on pourrait mettre en place dans le futur. Le prérequis actuellement pour que ça fonctionne, c'est d'avoir accès en fait à un répertoire qui s'appelle ArcGIS Input. C'est un dossier dans le répertoire d'installation d'ArcGIS Server dans lequel il y a un certain nombre de fichiers, des JSON, des XML, voilà, un fichier MapX, etc. Et c'est ces fichiers-là qu'on doit lire, que le scan doit lire, pour récupérer les métadonnées de service et pour récupérer les sources des données, donc les datasets sources qui permettent de publier les données. Et donc de faire l'association ensuite avec les couches. Les types de services pris en charge, vous allez le voir, le fait d'avoir accès à ce répertoire ArcGIS Input, ça nous permet de remonter les services qui sont publics ou privés, donc soumis à authentification. En revanche, comme on regarde dans un certain type de fichier, il faut que vos services soient publiés avec ArcGIS Pro. Donc si vous voulez bénéficier de la fonctionnalité, il va falloir d'abord terminer la migration de vos services ArcMap vers ArcGIS Pro, mais je sais que pour la plupart, c'est en cours. Les formats compatibles actuellement, c'est les Esri Service, Esri Feature Service et Web Feature Service. Et en revanche, la fonctionnalité aujourd'hui, elle est intégrée au scan, mais elle n'est pas fournie directement au client. Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte au cours du développement que ça créait des problèmes, on avait des gros problèmes de performance de notre API quand on lançait des scans. Et donc, potentiellement, notre API pouvait être affectée si un tel ou tel utilisateur lançait des scans, et donc affecter l'utilisation de la plateforme par les autres utilisateurs. Donc, on a décidé de sortir quand même la fonctionnalité, mais de la rendre disponible uniquement sous forme de prestation. Donc, c'est l'équipe ISOGEO, c'est le staff ISOGEO qui lance les scans. Mais voilà, on peut en lancer plusieurs dans l'année. Voilà, on a déjà fait quelques clients, ça fonctionne plutôt bien. Alors, comment ça marche? Donc, déjà, le point d'entrée, hein, ça va être les services. Voilà, donc là, par exemple, j'ai pris mon ArcGIS serveur interne avec un certain nombre de dossiers dedans. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est ces deux services-là. Donc, j'ai un service de données publiques, donc qui est public, et un service de données interne, donc qui est soumis à authentification, ce service-là. Mon point d'entrée, comment je vais le paramétrer? Donc, on a un nouveau type de point d'entrée qui s'appelle ArcGIS Server, avec le petit logo qui va bien. Ce dont on a besoin, donc, c'est l'accès au répertoire ArcGIS Input. Donc, ce qui est fait en général par les clients, c'est qu'il y a un montage réseau qui est fait entre le serveur de l'ArcGIS Server et le serveur du scan pour que ce dossier ArcGIS Input soit accessible en fait, par l'utilisateur qui lance le scan. Ce qu'on doit indiquer aussi, c'est l'URL de base de l'ArcGIS Server. C'est ce qui va nous permettre de construire les URL des services. Je peux ajouter aussi, comme n'importe quel point d'entrée, des métadonnées automatiques. Je peux gérer aussi l'inclusion ou l'exclusion de services. Donc là, j'ai inclus sur la base du nom mes deux services qui m'intéressent, donc le service données publiques et le service données internes. J'ai exclu le format WMS et j'ai lancé mon scan. Donc là, on va pouvoir voir tout de suite que tous les autres services ont été ignorés. Mais comme on a accès à l'ArcGIS Input, en fait, on a accès à tous les services qui sont publiés vers cet ArcGIS Server. On peut être exhaustif. Donc c'est pour ça qu'il y a une préparation à faire aussi avant de le lancer, le scan, si on ne veut pas remonter tous les services de test, etc. Donc pour mes données internes, sachez qu'avant de lancer le scan, j'avais rajouté une table. Donc ça me permet de vous montrer qu'on remonte aussi les tables et pas que les couches. Donc le scan des ArcGIS Server, il fonctionne comme le scan classique, hein, il calcule une signature et donc on a détecté qu'une couche ou une table avait été ajoutée et donc j'ai un statut qui est modifié. En revanche, mon service données publiques, il n'avait pas changé, donc il reste en statut inchangé. L'intérêt du scan, c'est qu'il va donc créer la fiche de métadonnées. Donc il va récupérer évidemment le nom du service, le format, SRIMAP service, les mots-clés qui sont saisis dans l'ArcGIS Server. On va avoir un suivi des évolutions du service dans le temps. Donc là, on voit par exemple que le 22.01.05, donc quand j'ai lancé mon scan, on a remonté une nouvelle table et donc il l'indique dans les événements. Donc, comme pour les données, on a un suivi de l'évolution du service.
Et surtout, on a l'ensemble des couches qui ont été créées et leurs associations aux fiches de données correspondantes. Donc, si je reprends la donnée qu'on voyait tout à l'heure des partenaires ISOGEO du quartier du Faubourg Saint-Antoine, on voit qu'elle a une couche avec un titre et un identifiant, et automatiquement, l'association avec la fiche de données correspondante a été faite. Donc, vous imaginez, si on lance le scan sur tous vos services, eh ben, toutes les fiches sont créées automatiquement et toutes les associations avec les données sont créées aussi automatiquement. Donc, on a un gain de temps énorme dans la documentation. Pourquoi faire ça? Parce que ça va nous permettre donc d'aller plus vite à l'étape de valorisation. Donc, petit bonus du jour, je vais vous présenter deux usages du catalogage des données et des services. Le premier, c'est à travers notre nouveau widget pour Experience Builder, donc pour ceux qui ont du SRI. On peut maintenant donc ajouter directement le widget dans une application Experience Builder. Comme pour tous les widgets, bah, j'ai l'ensemble des filtres sur lesquels je peux filtrer. Par exemple, je vais filtrer sur SRI File. Non, c'est pas ça que je voulais. Je voulais filtrer sur SRI, Géodatabase, entreprise, voilà. Là, j'ai toutes mes données SDE. Et puis, comme d'habitude, hein, j'ai évidemment la recherche qui me permet de rechercher de manière textuelle dans le catalogue. Je peux consulter la fiche détaillée. Voilà, donc on va retrouver par exemple l'attribut note. Si vous avez bien suivi, on l'avait ajouté au début du webinaire. Donc on le retrouve ici. Voilà, donc j'ai la fiche détaillée et j'ai, grâce au scan de l'ArcGIS-Server, automatiquement les deux couches associées de mon service, donc en map service et en feature service, et je peux l'ajouter à la carte. Voilà. Au passage, ça me permet de vous présenter nos partenaires, hein, ceux qui contribuent au bien-être des employés d'ISOGEO. Donc vous pouvez constater qu'il y a un certain nombre de restaurants et de bars que nous apprécions. Par exemple, La Fontaine, ici, qui a une note de 9. Donc voilà, plutôt pas mal. Autre outil de valorisation, c'est bien lui, ouais. Notre plugin QGIS. Et ça me permet d'introduire aussi une des dernières fonctionnalités qu'on a mises en œuvre, c'est que dans QGIS, il faut savoir qu'on peut paramétrer des connexions ArcGIS Server, donc directement connectées à votre portail Esri. Donc là, par exemple, j'ai une connexion ArcGIS Server non authentifiée, et là, j'ai une connexion authentifiée. On peut voir que dans ISOGeoDemo, j'ai mon service données publiques, et dans ma connexion authentifiée, j'ai mon service données publiques, et j'ai aussi mon service données internes. C'est celui qui m'intéresse depuis tout à l'heure, puisque c'est celui qui contient la donnée sur les partenaires, si j'écris bien, ISOGEO du quartier du Faubourg Saint-Antoine. Donc, bah, pareil, hein, j'ai toujours la fiche dans mon outil, et je peux ajouter la donnée à la carte. Et comme j'ai l'authentification qui est paramétrée dans mon QGIS, nous, en fait, le plugin, il utilise le jeton qui est paramétré pour permettre à l'utilisateur d'ajouter la donnée à la carte. Voilà. On retrouve nos fameux partenaires du quartier du Faubourg Saint-Antoine qui sont ajoutés à mon environnement de travail. Donc si vous voulez diffuser très largement le catalogue ISOGEO à vos utilisateurs QGIS, à vos utilisateurs du portail Esri, bah, vous pouvez le faire avec ces deux widgets. Et avec le scan des données, avec le scan de l'ArcGIS Server, vous pouvez arriver à cette étape de valorisation de manière très rapide. Voilà. Je n'ai pas cliqué au bon endroit. Ouais, je remets le diapo. Voilà. Donc, bah, merci. On a terminé cette présentation. Donc, on va pouvoir passer aux questions. Je vais me remettre sur le Teams. Alors, il y a déjà quelques questions. Je voulais juste revenir là où c'est possible sur la question qui a été posée par rapport. Oui, voilà. ArcGIS requis pour le scan sans FME. Effectivement, actuellement, Esri, c'est un des prérequis logiciels en plus de FME quand on veut scanner des données Esri, donc des données style des files GDB Esri ou des géodatabases d'entreprises Esri. Et même si on enlève FME de la liste des prérequis, on conservera Esri parce qu'on a prévu d'utiliser la licence ArcPy, pardon, la librairie Python ArcPy.
Et pour faire ce qu'on a envie de faire avec, on a besoin que le logiciel soit licencié sur la machine. Donc ça restera un prérequis. Mais globalement, si c'était déjà un prérequis avec FME, c'est pas pour rien. C'est que pour accéder à ce qui nous intéresse dans les données ESRI, disons que la suite ESRI est développée de telle sorte qu'on a besoin de la licence. Exactement. Alors, Ouais, et alors il y avait une question de Lorida. Bonjour. Est-ce que la détection de potentiels doublons duplicate ID prend en compte les dates de dernière mise à jour des deux données? non, pas du tout. C'est pas du tout quelque chose qu'on prend en compte actuellement. Alors pourquoi? Il y a deux choses, c'est que sur les fichiers, on pourrait éventuellement récupérer la date de dernière mise à jour des fichiers, mais c'est pas quelque chose qu'on fait traditionnellement par le scan. Avec le scan, actuellement, ce qu'on fait pour détecter la modification des données, c'est qu'on calcule la signature de la donnée. Et si on voit que la signature elle a été modifiée d'une fois à l'autre, on considère que la donnée a été modifiée. Là, justement, dans le cadre de l'audit, pour que ce soit plus rapide qu'un scan, on ne calcule pas la signature. Donc, on n'a pas du tout de mécanisme de détection de la dernière modification. C'est pour ça qu'on parle aussi de potentiel doublon, parce que si on calcule la signature, on pourrait savoir à coup sûr que deux données sont vraiment identiques. Et là, l'idée, c'est de, comme c'est dans le cadre d'une étude préliminaire, on veut vraiment que ça puisse être plus rapide que le scan. Voilà, et c'est basé sur les métadonnées qu'on récupère déjà avec le scan traditionnel. Et actuellement, comme l'a dit Simon, on ne récupère pas la date, puisqu'on calcule la signature. On n'a pas besoin de cette date puisqu'on calcule la signature. Donc c'est pas pris en compte dans la détection des potentiels doublons de l'audit. Et c'est aussi, enfin, on a aussi pensé le tableau des doublons qui soit assez simple d'utilisation, c'est-à-dire qu'on met la liste des doublons potentiels et de l'endroit où ils se trouvent, et ensuite l'utilisateur il peut procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer de si c'est effectivement un doublon et si on peut le supprimer ou pas. Donc l'idée c'est de mettre sur la voie. Exactement. Alors, Étienne, a-t-on pensé à QGIS Server? Oui, on a pensé à QGIS Server. Alors, pour le moment, on n'a pas étudié encore la faisabilité. Mais si on arrive à récupérer les métadonnées de service d'un QGIS Server, je ne sais pas, dans les fichiers de config de QGIS, et surtout, si on arrive à récupérer la source, parce que ce qui nous intéresse, c'est la source de la donnée. Donc, il faut soit le chemin vers le fichier, soit la base de données, slash le nom du schéma, slash le nom de la table. Il faut qu'on ait ces informations-là pour pouvoir faire l'association avec les fiches de données, entre les couches et les fiches de données correspondantes. Ok, bon, on n'a pas d'autres questions pour le moment. Oui, je rappelle aussi que la rediffusion de ce webinaire sera disponible sur YouTube, comme l'a indiqué Emma dans la Oui, discussion. oui. Après, est-ce que vous avez d'autres questions, hein, c'est le moment. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'on a été très clair. Ça fait plaisir. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qu'on a dit, qu'on a expliquées là, qui sont, ah, pardon, je deviens régulièrement invisible dans la caméra. Il y a beaucoup de choses qu'on a dit qui sont pas mal détaillées dans des articles de sites web ou dans ligne du scan. Donc, n'hésitez pas à consulter ces ressources et n'hésitez pas non plus à nous solliciter par Ouais, mail. Merci Maël. n'hésitez pas à contacter votre chef de projet préféré pour qu'il vous aide à utiliser ces nouvelles fonctionnalités. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier pour votre attention. C'est plus d'une trentaine, donc ça nous fait très plaisir. On est assez fiers de ces nouvelles évolutions, donc on espère que vous les utiliserez. Et puis voilà, si besoin, sachez donc, comme l'a dit Simon et Emma, que nos autres webinaires sont disponibles et celui-ci en sera aussi disponible sur la page d'Hydrogéo. Voilà, donc merci à tous et à très bientôt.